Le jour de son 6e anniversaire, Ellie rentra de l'école avec un chapeau en papier posé de guingois sur le crâne. Plusieurs portraits que ses camarades avaient fait d'elle pour l'occasion, les meilleurs lui donnaient l'allure d'un épouvantail très gentil, et un lot d'histoires inquiétantes sur les jeux téméraires auxquels se livraient les gamins dans la cour de récréation. L'épidémie de grippe fut finalement enrayée, mais ils avaient été obligés de dépêcher d'urgence 2 malades au centre hospitalo-universitaire de Bangor, et Surendra Ardu avait sans doute sauvé la vie d'un étudiant de première année très sérieusement atteint, qui avait été pris de convulsions aussitôt après son admission à l'infirmerie. Rachel s'était entichée d'un adolescent blond qui était préposé aux emballages de l'A&P de Brewer, et un soir elle en fit une description lyrique et enflammée à Louis, en insistant tout particulièrement sur la bosse impressionnante qui gonflait la braguette de son jean. « Je suis sûr qu'il le bourre de papier hygiénique, conclut-elle. « Tu n'as qu'à lui tordre son paquet, suggéra Louis. S'il se met à hurler, c'est qu'il ne s'agit pas d'un postiche. » Rachel fut prise d'un fou rire qui la mena jusqu'aux larmes. La brève saison polaire de février, avec ses cieux éternellement bleus et son gel perpétuel, fit place au giboulée de mars. Les averses de pluie et de grêlons alternés creusèrent des nids de poules et firent fleurir au bord des routes ces signaux orange amovibles qui annoncent que la chaussée est momentanément défoncée. La douleur de Judd Crandall s'estompa, du moins cette douleur immédiate et profonde qui, d'après les psychologues, débute à peu près 3 jours après la perte d'un être aimé et reste solidement accrochée dans le cœur de la victime du deuil pendant une période qui dure généralement de 4 à 6 semaines. Exactement comme cette phase de l'hiver de la Nouvelle-Angleterre que les naturels de la région appellent l'hiver profond. Mais le temps passe, le temps opère la lente fusion des états d'âme jusqu'à ce qu'ils prennent l'aspect diapré d'un arc-en-ciel. La douleur nue s'allège, perd son mordant, se transforme en une peine plus sourde, plus douce, qui aboutit finalement à une rumination presque béatifique des bonheurs d'autrefois. C'est un processus parfois très long, qui peut prendre de 6 mois à 3 ans sans verser pour autant dans la morbidité. Le jour vint aussi où Gage dut subir la première coupe de cheveux de sa vie, et lorsque Louis s'aperçut que les cheveux de son fils repoussaient plus foncés, il affecta d'en plaisanter, mais au fond de son cœur il en éprouvait une peine poignante. Le printemps vint, et il s'attarda quelque temps. C'est le 24 mars 1984 que Louis Creed connut sa dernière journée de véritable bonheur. Cette semaine séparait encore les Creed des événements tragiques que le destin tenait suspendus au-dessus de leur tête, comme la lame d'une gigantesque guillotine, mais par la suite, lorsqu'il revint en esprit sur ce qui s'était passé durant ce laps de temps, Louis n'y trouva rien d'aussi saillant ni d'aussi coloré que cette journée-là. Même si cette tragédie n'était pas survenue, il en eût sans doute conservé un souvenir ému jusqu'à la fin de ses jours. Mais il est vrai aussi que les journées authentiquement bonnes, bonnes de bout en bout, sont bien exceptionnelles. Dans le meilleur des cas, l'existence d'un individu ordinaire ne doit guère en comporter plus d'une trentaine au total. Louis Creed en concluait que Dieu, dans son infinie sagesse, se montrait infiniment moins parcimonieux lorsqu'il s'agissait de prodiguer aux pauvres humains leur ration de plaies et de calamités. C'était un samedi, et il était resté à la maison pour surveiller Gage, tandis que Rachel et Ellie s'en allaient passer l'après-midi à Bangor pour y faire les provisions de la semaine. Elles étaient parties avec Judd à bord de son vieux taco, un petit camion à plateforme International Harvester de 1959, tout brinque-ballant. Elles auraient pu prendre la familiale, mais le vieil homme était ravi d'avoir un peu de compagnie. Rachel se faisait scrupule de laisser Gage sur les bras de Louis, mais ce dernier l'avait assuré que tout irait le mieux du monde. Il était content que Rachel sorte un peu. Elle avait passé presque tout le long hiver du Maine, claquemurée à Ludlow, et il estimait qu'elle avait le plus grand besoin de se changer les idées. Rachel avait enduré tout cela avec un stoïcisme indéfectible, mais Louise sentait bien qu'elle commençait à en avoir par-dessus la tête d'être cloîtrée ainsi. Sur le coup de 2 heures, Gage avait émergé de sa sieste, tout bougon et rouscailleux. Il avait franchi le seuil délicat de la 2e année, et il ne s'était pas fait faute de tomber dans tous les travers de cet âge notoirement épineux. Louis eut recours à une série de petits stratagèmes pour essayer de le dérider, mais ses efforts restèrent vains, et pour couronner le tout, ce sale mioche évacua une formidable quantité d'excréments, dont Louis apprécia d'autant moins la sculpturale beauté qu'il trouva une bille bleue trônant en plein milieu. C'était une des billes d'Ellie. Gage aurait pu s'étouffer en l'avalant. Louis décida par lui que les billes seraient dorénavant proscrites. Gage ne pouvait pas poser la main sur un objet sans le porter automatiquement à sa bouche. Mais cette décision, pour aussi louable qu'elle pût être, n'allait rien faire pour ranimer la gaieté du gnard en attendant le retour de sa mère. Louis tendit l'oreille. Une bourrasque de printemps précoce brassait l'air autour de la maison, chassant de grandes vagues d'ombre et de lumière qui défilaient en rapide succession sur le pré de leur voisine, Mrs. Winton.
Et tout à coup, il se souvint du cerf-volant vautour qu'il avait acheté sur un coup de tête en revenant de l'université un peu plus d'un mois auparavant. Avait-il pris de la ficelle par la même occasion? Bah oui, mon Dieu. Gage, s'écria-t-il. Le garçonnet avait ramassé un vieux morceau de crayon vert qui traînait sous le canapé et s'appliquait à couvrir de gribouillis innommables un des livres favoris d'Ellie. Voilà encore de quoi alimenter les flammes de la dissension fratricide, se dit Louis. Il sourit. Si jamais Ellie rouspétait trop à cause de l'acte de vandalisme auquel Gage s'était livré sur son livre bien-aimé avant que Louis ait eu le temps d'intervenir, il la renverrait simplement aux joyaux qu'il avait exhumés dans les pampers du moutard. Quoi? Répondit Gage avec vivacité. Il se débrouillait déjà bien avec le langage, et Louis en avait déduit qu'il n'était pas impossible qu'il eût quelque chose dans la cervelle. Tu as envie de sortir un peu, bonhomme? Envie de sortir? Oui, piailla-t-il avec excitation. J'ai envie. Sont où mes nièces, papa? Transcrite phonétiquement, cette phrase aurait à peu près donné Sont où mes niçois? Et en bon anglais, elle pouvait se traduire par Où sont mes tennis, mon cher père? Louis s'émerveillait souvent du babil de Gage, non parce qu'il le trouvait charmant, mais parce que pour lui, tous les très jeunes enfants s'exprimaient comme des immigrants qui apprennent une langue étrangère d'une manière désordonnée, mais sympathique. Il savait que les enfants en bas âge émettent spontanément la totalité des sons que l'appareil phonateur humain est capable de produire. Le R roulé, qui donne tant de fil à retordre aux étudiants en première année de français, les grognements et les occlusives bizarres que les aborigènes australiens produisent par contraction de la glotte, les consonnes gutturales et abruptes de l'allemand. Ils perdent cette faculté à mesure qu'ils apprennent l'anglais, et une fois de plus, Louis se demandait si l'enfance n'était pas plutôt l'âge de l'amnésie graduelle que celui de l'acquisition des connaissances. Ils dénichèrent enfin les nièces de Gage, sous le canapé, bien entendu. Louis avait aussi la conviction que dans les familles nanties d'enfants en bas âge, le périmètre de plancher situé sous le canapé du salon finit par acquérir une force électromagnétique puissante et mystérieuse, qui aspire l'un après l'autre toutes sortes de débris et d'épaves, qui vont du biberon et de l'épingle à nourrice jusqu'au crayon gras de couleur verte, en passant par de vieux numéros de magazines enfantins aux pages collées par des restes de nourriture moisie. Par contre, le blouson de Gage n'était pas sous le canapé. Ils le découvrirent sur l'escalier, à peu près à mi-hauteur. Mais ce fut la casquette de baseball rouge, sans laquelle il n'était pas question que Gage acceptât de mettre le nez dehors, qui leur coûta les plus longues recherches, car elle se trouvait à sa place habituelle, dans la penderie de l'entrée. Et naturellement, ils ne se décidèrent à y jeter un coup d'œil que par acquis de conscience, après avoir fait chou blanc partout ailleurs. On va où, papa? Interrogea Gage avec beaucoup de cordialité, tout en empoignant la main de son père. On va dans le champ de Mrs. Winton, dit Louis. On va s'amuser un peu avec un cerf-volant, mon gars. Cerf-volant? Fit Gage d'une voix dubitative. Oui, tu aimeras, dit Louis. Allez, bouge pas, Loupio. Ils étaient dans le garage à présent. Louis sortit son trousseau de clés, fit jouer la serrure de la petite resserre à outils et alluma la lumière à l'intérieur. Après avoir déplacé quelques objets, il découvrit le vautour, qui était encore dans son emballage d'origine, avec le ticket de caisse agrafé au paquet. Il l'avait acheté à la mi-février, au plus profond de l'hiver, parce qu'il avait une folle soif d'espérance. Ça? Fit Gage, ce qui, en langage gaguesque, voulait à peu près dire « Mais qu'avez-vous donc là-dedans, ô père ?» C'est un cerf-volant, dit Louis en déballant l'objet. D'un œil intéressé, Gage le regardait déployer les ailes du vautour, qui était en plastique fort et faisait environ 1,50 m d'envergure. Il avait, au-dessus d'un long cou décharné et rose, une tête minuscule d'où saillaient deux yeux globuleux et injectés de sang. « Zozio !» glapit Gage. « C'est un zozio, papa ?» Oui, c'est un oiseau, admit Louis, en fourrant les baguettes dans la poche disposée à cet effet à l'arrière du cerf-volant. Ensuite, il farfouilla à nouveau dans la resserre pour y trouver la bobine de 150 mètres de ficelle extra forte qu'il avait achetée le même jour que le vautour, et tandis qu'il furetait, il se retourna brièvement pour lancer à Gage par-dessus son épaule. « Tu verras, bonhomme, ça te plaira. » Et ça lui plut beaucoup, en effet. Ils allèrent se poster sur le pré de Mrs. Winton. Louis lança le vautour et il partit aussitôt à la dérive dans le ciel tempétueux de la fin mars. Il n'avait pas perdu la main, quoiqu'il n'eût pas eu beaucoup l'occasion de faire voler un cerf-volant depuis... Depuis quand, au fait? Sa 12e année, peut-être? 20 ans déjà? Oh mon Dieu, quelle horreur! Mrs. Winton était sensiblement du même âge que Judd, mais c'était une vieille dame frêle et souffreteuse qui ne sortait plus guère de chez elle. Elle habitait une maison en briques rouges, à la limite du pré, juste en avant des bois qu'il fallait traverser pour arriver au cimetière des animaux et à l'ancienne nécropole des Micmacs. « Il vole, papa !» vociféra Gage. « Oui, dis donc, et qu'est-ce qu'il file vite !» s'écria Louis en riant, d'une voix tremblante d'excitation.
La ficelle se déroulait si rapidement qu'elle lui mordait un peu la paume au passage. « Regarde-moi ce vautour, Gage. Il se démerde comme un chef. »« Merde, chef !» pépia Gage, en éclatant d'un rire joyeux et strident. Le soleil surgit soudain de derrière un gros nuage gris, et la température parut s'élever de 5 bons degrés d'un coup. Ils étaient debout dans la chaleur indécise de cette journée de mars qui s'échinait à se parer des éclatantes couleurs d'avril, parmi les hautes herbes jaunies et couchées du pré de Mrs. Winton. Au-dessus d'eux, le vautour s'élançait vers l'azur, toujours plus haut, ses larges ailes de plastique tendues au maximum sous le vent impétueux, et comme au temps de son enfance, Louis eut la sensation qu'il s'élevait vers lui, fusionnait avec lui et regardait la terre prendre en contrebasse sa forme authentique, celle dont la vision doit hanter les rêves de tous les cartographes. Les gros yeux ronds et injectés de sang du vautour voyaient tout. Le pré de Mrs. Winton, immobile et strié de blanc comme une toile d'araignée pétrifiée par la neige, qui n'était plus un pré à présent, mais un grand parallélogramme bordé sur 2 côtés par des murs de pierre. La ligne noire de la route qui le soulignait comme un ourlet bien rectiligne, et la Penobscot qui serpentait au creux de sa vallée, ruban d'acier gris et froid charriant encore çà et là des blocs de glace à la dérive. Par-delà la rivière, il distinguait encore Hampden, Newburgh et Winterport, où un unique navire était à quai, et peut-être aussi l'usine de pâte à papier de Bucksport à demi dissimulée par des nuées de vapeur blanchâtre, ou même l'extrême avancée de la côte, où le ressac de l'Atlantique déferlait sur les rocs nus. « Hé, regarde comme il zingue, Gage !» s'écria Louis en riant. Gage avait la tête tellement penchée en arrière qu'il menaçait de basculer. Il faisait des signes en direction du cerf-volant, un grand sourire épanoui sur la figure. Louis donna du mou, et il pria à Gage de lui tendre une main. L'enfant s'exécuta, sans même se retourner. Il ne pouvait détacher son regard du cerf-volant qui ondulait et dansait sous le vent, en projetant des ombres zigzagantes sur l'herbe du pré. Louis enroula une double longueur de ficelle autour du poignet de l'enfant. Sentant de brusques secousses lui saccader la main, Gage abaissa sur elle un regard comiquement interloqué. « C'est quoi ?» fit-il. « Bah, c'est toi qui le fais voler, dit Louis. C'est toi qui tiens le dévidoir, bonhomme. C'est ton cerf-volant à présent. »« Gage fait voler ?» fit Gage, interrogation qui s'adressait plus à lui-même qu'à son père. À titre expérimental, il tira un petit coup sur la ficelle. Le cerf-volant s'inclina dans le ciel agité. Gage tira un peu plus fort, et le vautour piqua du nez. Louis et son fils éclatèrent de rire simultanément. Gage leva sa main libre à tâtons, et Louis la prit. Ils restèrent debout, la main dans la main, au milieu du pré de Mrs. Winton, les yeux levés vers le vautour qui voguait dans le ciel. Pour Louis, ce furent des instants inoubliables de communion avec son fils. Il eut le sentiment qu'il se fondait en Gage, comme il avait fusionné enfant avec son cerf-volant pour monter tout en haut du ciel avec lui. Il se sentit rétrécir jusqu'à ce qu'il fût devenu assez petit pour pénétrer dans la minuscule enveloppe corporelle de Gage, et il lui sembla qu'il voyait le monde par les yeux de l'enfant. C'était un monde gigantesque, d'une splendeur aveuglante, où le pré de Mrs. Winton avait les dimensions du grand désert de sel de l'Utah. Le vautour flottait à une énorme distance au-dessus de sa tête, la ficelle s'agitait dans son poing comme une bestiole affolée, et le vent qui soufflait en tornade autour de lui ébouriffait follement ses cheveux légers et fins. « Il vole !» lui hurla Gage. Louis entoura de son bras les épaules de l'enfant, et il déposa un baiser sur sa joue que le vent teintait d'un bel incarnat. « Je t'aime, Gage !» s'exclama-t-il, sachant que ces débordements de sentimentalité resteraient entre eux. Et Gage, qui n'avait plus qu'à peine 2 mois à vivre, éclata de son rire perçant et joyeux. « Cerf-Blanc, il vole, papa, il vole !» Au retour de Rachel et d'Élie, ils étaient encore occupés à faire voler le cerf-volant. Ils l'avaient fait monter si haut qu'il ne restait pratiquement plus de ficelle sur le dévidoir. Le vautour n'était plus qu'une petite silhouette indistincte, à la physionomie indécise, qui se détachait en noir sur le ciel bleu. Louis les accueillit avec plaisir, et il se tordit de rire lorsqu'Élie lâcha malencontreusement le dévidoir et le poursuivit dans l'herbe, le rattrapant au moment précis où la bobine qui tournoyait follement sur elle-même allait lâcher le peu de ficelle restante. Mais leur arrivée avait subtilement modifié l'atmosphère, et il ne fut pas vraiment dépité d'abandonner la partie lorsque Rachel déclara, au bout de 20 minutes, que Gage avait été suffisamment exposé au vent comme cela et qu'elle avait peur qu'il prenne froid. Louis entreprit de ramener le vautour. À chaque tour de ficelle, le cerf-volant luttait pour rester accroché au ciel, mais au bout d'un moment, il finit par céder. Louis fourra sous son bras la bête aux ailes noires et aux gros yeux injectés de sang, et il lui fit réintégrer son cachot au fond du garage. Ce soir-là, Gage engloutit une énorme plâtrée de saucisses aux haricots, et pendant que Rachel lui faisait enfiler sa grenouillère en tissu éponge pour le mettre au lit, Louise prit Élie à part et la morigéna au sujet de ses billes qu'elle laissait traîner partout.
Dans d'autres circonstances, leur discussion aurait pu tourner à l'aigre, car Ellie adoptait souvent une attitude hautaine et même parfois franchement arrogante lorsqu'on lui faisait des reproches. C'était sa manière naturelle de faire face à la critique, mais Louis avait beau en être conscient, il ne pouvait s'empêcher de piquer de violentes colères dès que la fillette en rajoutait un peu trop, ou lorsqu'il était lui-même à bout de fatigue. Mais ce soir-là, il n'en fut rien. La partie de cerf-volant l'avait mis d'excellente humeur, et Ellie fit preuve d'une retenue inaccoutumée. Après lui avoir promis d'être plus consciencieuse à l'avenir, elle descendit dans le living. Le samedi soir, on l'autorisait à rester devant la télé jusqu'à 8h30, passe-droit qu'elle savourait infiniment. Bon, se dit Louis, l'affaire est réglée, et il se pourrait même que mon intervention porte ses fruits. Il ignorait encore que le danger ne venait pas des billes d'Ellie, ni d'un refroidissement dû à la bise coupante, mais qu'il prendrait la forme d'un gros camion-citerne de Lorinco. Le véritable danger venait de cette maudite route, ainsi que Judd Crandall les en avait avertis au mois d'août, le jour même de leur arrivée à Ludlow. Quand Louis monta à l'étage ce soir-là, Gage était au lit depuis un quart d'heure. L'enfant se tenait parfaitement quoi, mais il ne dormait pas. Il contemplait placidement le plafond en suçotant un biberon qui contenait encore quelques gouttes de lait. Louis prit les pieds de Gage d'une main, les souleva, posa un baiser dessus et les reposa. « Dors bien, Gage, dit-il. »« Cerf-volant en vol, papa, fit Gage. « Ah oui, il a drôlement bien volé, hein, dit Louis, et soudain, sans raison, des larmes lui montèrent aux yeux. Hein, il a filé droit au ciel, bonhomme. Il l'a volé, dit Gage. Droit au ciel. Là-dessus, il se retourna sur le flanc, ferma les yeux et s'endormit. Au moment où il mettait le pied dans le couloir, Louis jeta un coup d'œil en arrière, et il aperçut une paire d'yeux vert jaune qui luisaient dans l'obscurité du placard de Gage, dont la porte était entrebâillée. Sa gorge se noua, et un rictus machinal lui retroussa les lèvres. Il s'approcha de la porte et la tira, l'esprit agité de vision. Zelda, c'est Zelda qui est dans le placard, avec sa langue noire, pointant entre ses dents. Vision confuse et floue, mais bien entendu ce n'était que Church, tapis au milieu des jouets. En apercevant Louis, il cambra le dos et se hérissa à la façon des chats qui accompagnent les sorcières sur les images de Halloween, et il se mit à cracher, sa gueule entr'ouverte découvrant une double rangée de dents pointues comme des aiguilles. « Fiche le camp d'ici !» murmura Louis. Church cracha à nouveau, sans bouger d'un pouce. « Mais fous le camp, je te dis !» Il prit le premier objet que sa main rencontra dans l'amas de jouets épars à ses pieds. C'était une petite locomotive en plastique qui, dans la pénombre, avait la couleur violâtrée du sang séché. Il en menaça à Church. Non seulement le chat ne fit même pas mine de décamper, mais il se mit à cracher de plus belle. Tout à coup, sans même réfléchir à ce qu'il faisait, Louis jeta le jouet sur l'animal. Il ne s'agissait ni d'une plaisanterie, ni d'une feinte. Il lança le projectile de toutes ses forces, mu par le mélange de fureur et de crainte que lui inspirait l'attitude de ce chat qui restait tapi au fond du placard de son fils et refusait d'en bouger, comme si l'endroit lui appartenait. Le jouet heurta Church de plein fouet. Il émit un gémissement étranglé et déguerpi, avec des mouvements si disgracieux qu'il heurta le battant de la porte au passage et manqua de s'étaler. Gage remua dans son sommeil, marmonna des paroles indistinctes, se retourna et s'immobilisa à nouveau. Louis avait le cœur au bord des lèvres. Des perles de sueur s'étaient formées à la racine de ses cheveux. Rachel le héla du rez-de-chaussée. « Louis !» fit-elle d'une voix où perçait une pointe d'anxiété. « Est-ce que Gage est tombé de son lit ?»« Non, non, Gage n'a rien, chérie. C'est Church qui a renversé quelques jouets. »« Ah bon ?» Louis éprouvait à peu près la sensation qu'il eût éprouvée en découvrant un serpent rampant sur le corps endormi de son fils, ou un rat énorme perché sur l'étagère qui surplombait son lit. C'était irrationnel, bien sûr, mais quand la bête tapie dans l'obscurité du placard s'était mise à lui cracher dessus comme cela... « Zelda, c'est à Zelda que tu as pensé, hein ? Le gouan, le terrible ose !» Il ferma la porte du placard de Gage en repoussant avec le battant les jouets amoncelés derrière. Il ne cessa d'appuyer que lorsqu'il eut clairement perçu le petit déclic du pen qui glissait dans la gâche. Puis, après un bref instant d'hésitation, il fit jouer aussi la targette de sûreté. Il s'approcha à nouveau du lit de l'enfant. En se retournant, Gage s'était entortillé ses deux couvertures autour des genoux. Louis dégagea les couvertures, les remonta. Ensuite, il resta planté là un long moment à regarder son fils dormir. On a probablement tort de penser qu'il peut y avoir une limite à l'horreur que peut éprouver l'esprit humain. Au contraire, il semble qu'à mesure que l'on s'enfonce plus profondément dans les ténèbres de l'épouvante, une espèce d'effet exponentiel entre en jeu. Pour aussi déplaisant qu'il soit de le constater, l'expérience humaine tendrait plutôt à valider l'idée suivant laquelle l'horreur suscite l'horreur, une calamité accidentelle engendrant d'autres calamités.
parfois voulue celle-là, jusqu'à ce que les ténèbres finissent par tout recouvrir à la façon d'une tache d'encre qui s'étale progressivement sur un buvard. Et de toutes les questions que l'on peut se poser à ce sujet, la plus terrifiante est sans doute celle de savoir la quantité d'horreur qu'un esprit humain peut endurer en demeurant intégralement lucide. Il va sans dire que les événements de cette nature ont une sorte de logique saugrenue qui évoque un peu celle des machines complexes et absurdes de Rube Goldberg. À partir d'un certain point, ils prennent un caractère bizarrement cocasse. C'est probablement à partir du même point que votre raison n'a plus d'autre choix que de se protéger derrière l'ultime rempart de l'humour pour ne pas défaillir et écrouler définitivement. C'est à peu près le genre de réflexion que Louis Creed aurait pu se faire le 17 mai, durant les heures qui suivirent l'enterrement de son fils, Gage William Creed. Mais il aurait fallu pour cela qu'il fût capable de penser rationnellement. Or, il avait perdu toute faculté de raisonner, ou tout désir de faire usage du peu qui pouvait lui en rester, pendant la visite au salon mortuaire, où le pugilat qui l'avait opposé à son beau-père, événement déjà peu reluisant en soi, avait déclenché un incident encore plus horrible. Ultime touche de mélo frénétique et noir qui avait eu raison du peu de sang-froid que Rachel était miraculeusement parvenue à rassembler. Cette journée fertile en péripéties grand guignolesques atteignit son apogée lorsqu'on dut la traîner de force, hurlante et écumante, hors du salon mortuaire est de l'entreprise de pompes funèbres Brookins Smith, où Gage reposait dans un cercueil fermé et que Surendra Ardu lui injecta une forte dose de sédatif sur une banquette du hall d'entrée. Si l'échange de coups de poing qui avait opposé Louis Creed à Irwin Goldman de Lake Forest s'était produit le matin, Rachel n'eût pas assisté à cette ultime péripétie qui atteignait dans l'horreur et le grotesque à un summum indépassable. Mais l'ironie du sort avait voulu qu'elle se présentât dans la chambre mortuaire de son fils durant l'après-midi. Il lui avait été impossible de se rendre à l'exposition matinale qui avait lieu entre 10h et 11h30, car la force lui en avait tout simplement manqué. Elle était restée à la maison avec Judd Crandall et Steve Masterton. Sans Judd et Steve, Louis ne voyait vraiment pas comment il aurait fait pour s'en sortir durant les dernières 48 heures. Steve Masterton s'était précipité chez eux dès qu'il avait appris la nouvelle, et son intervention avait été salutaire pour les 3 membres survivants de la famille Creed, car Louis était provisoirement incapable de prendre la moindre décision. Il n'avait même pas eu l'idée de faire une piqûre calmante à Rachel, qui était en état de choc. Il n'avait pas remarqué non plus qu'elle avait apparemment décidé de se rendre à l'exposition du matin, vêtue d'une robe d'intérieur boutonnée de travers. Rachel avait les cheveux sales, hirsutes et emmêlés. Des prunelles énormes, inexpressives, mangeaient ses yeux globuleux qui saillaient sur des orbites tellement creuses que son visage aux joues flasques et bouffues évoquait celui d'un squelette vivant. C'était l'heure du petit déjeuner, et elle était attablée dans la cuisine, mastiquant distraitement un toast qu'elle avait oublié de beurrer en dévidant des phrases sans suite, totalement dépourvues de sens. Et elle s'écria soudain « Dis, Lou, tu sais, cette Winnebago que tu veux acheter ?» La Winnebago en question était une autocaravane sur laquelle Louis avait eu des visées, bien velléitaires, au printemps 1981. Louis se contenta de hocher la tête et il continua à manger. Ce matin-là, son petit déjeuner consistait en un bol de Cocoa Bears. Les petites boulettes de cacao phosphaté étaient parfaitement abjectes au goût, mais Louis avait tenu à en manger car Cage avait toujours eu un faible pour elle. Il s'était mis sur son 31, arborant son plus beau costume, lequel n'était pas noir, il ne possédait pas de costume noir, mais tout de même d'un gris anthracite très soutenu. Il était rasé, douché, peigné, et il avait fière allure en dépit de l'état de semi-hébétude qu'il ne l'avait pas quitté depuis l'avant-veille. Ellie était vêtue d'un jean et d'un chemisier jaune. Elle était venue s'asseoir à la table du petit déjeuner avec une photo à la main. C'était un agrandissement d'un cliché pris par Rachel avec le Polaroid couleur que Louis et les enfants lui avaient offert l'automne précédent à l'occasion de son anniversaire. Il représentait Gage, assis sur la luge d'Ellie, le visage à demi enfoui sous le capuchon de son anorak de nylon et souriant jusqu'aux oreilles. Ellie figurait également sur la photo, elle était en train de hâler la luge, et Rachel l'avait saisie à l'instant précis où elle se retournait pour sourire à Gage, qui lui rendait son sourire. La fillette se cramponnait à la photo, mais elle n'était guère loquace. Louis était totalement insensible à l'état de sa femme et de sa fille. Il mangeait placidement son infecte bouillie grumeleuse en repassant inlassablement le film des événements dans sa tête. Toutefois, le film qui se déroulait dans son esprit avait un dénouement différent. Dans ce film-là, Louis était plus rapide à la course et Gage recevait simplement une bonne fessée pour n'avoir pas obéi aux injonctions de ses parents lorsqu'ils lui avaient crié de s'arrêter. C'est Steve qui s'aperçut de ce qui se passait vraiment avec Rachel et Ellie. Il défendit formellement à Rachel de se rendre à l'exposition du matin. Exposition n'était d'ailleurs pas le terme qui convenait, puisque le cercueil serait hermétiquement clos. Si on l'avait laissé ouvert, songeait Louis,
Tout le monde, moi compris, aurait fui en hurlant hors du salon mortuaire. Et il interdit à Ellie de s'y rendre tout court. Rachel protesta, mais Ellie ne dit rien. Elle resta prostrée sur sa chaise, silencieuse et grave, en serrant dans sa main la photo sur laquelle elle apparaissait avec Gage. C'est également Steve qui injecta à Rachel le sédatif dont elle avait besoin et fit avaler à Ellie une cuillère à café d'un liquide incolore. Habituellement, Ellie faisait toute une sérénade chaque fois qu'on voulait lui faire ingurgiter un médicament ou une potion quelconque, mais elle absorba celui-ci passivement, sans même une grimace. À 10 heures, elle était au lit, endormie, la photo de Gage toujours serrée dans son poing, et Rachel, écroulée devant la télé, regardait une émission de jeux idiotes. Elle répondait à retardement aux questions que Steve lui posait. Elle était raide, défoncée, mais son visage avait perdu cette expression hallucinée qui avait suscité l'inquiétude et même la crainte du jeune médecin auxiliaire lorsqu'il s'était présenté chez les Creed peu après 8 heures ce matin-là. C'est bien entendu Judd qui s'était chargé de régler toutes les formalités. Il avait fait montre d'une aisance tranquille en tout point, pareille à celle qu'il avait manifestée à l'occasion du décès de sa femme 3 mois auparavant. Mais c'est encore Steve Masterton qui prit Louis à part au moment où il s'apprêtait à partir pour le salon mortuaire. « Je veillerai à ce que Rachel soit là cet après-midi, lui dit-il, à condition qu'elle me paraisse capable de tenir le coup. »« Très bien, dit Louis. »« D'ici là, l'effet du sédatif se sera dissipé, reprit Steve. Votre ami Crandall a proposé de tenir compagnie à Ellie pendant les heures d'exposition de l'après-midi. »« Parfait, répondit Louis. Et il a dit aussi qu'il jouerait au Monopoly avec elle, ou un truc de ce genre. Masterton s'interrompit. Ils étaient dans le garage, le repère de Church, l'endroit où il ramenait ses oiseaux déchiquetés et ses rats étripés, les oiseaux et les rats de Louis. Dehors, un radieux soleil de mai éclairait la campagne. Un rouge-gorge, à l'air affairé, traversa l'allée du jardin en sautillant. On aurait dit qu'il avait une affaire très urgente à régler. « Il faut vous ressaisir, Louis, dit Steve. Louis le regarda avec une expression poliment interrogative. Il n'avait pratiquement rien entendu de ce que le jeune homme lui disait. Il était bien trop occupé à ressasser interminablement dans sa tête l'idée que son fils serait encore en vie s'il avait couru plus vite. Seul le sens de cette dernière phrase avait partiellement pénétré. « Vous n'avez pas l'air de vous en être aperçu, dit Steve, mais Ellie ne parle plus, et Rachel a été si violemment secouée que sa perception du temps est complètement distordue. »« Oui, s'exclama Louis avec force. Quelque chose, il ne savait pas quoi au juste, lui disait que cette fois-ci, il fallait injecter un minimum d'insistance dans sa réponse. Steve lui posa une main sur l'épaule. « Louis, dit-il, elles n'ont jamais eu et elles n'auront sans doute jamais plus autant besoin de vous qu'en ce moment. Je vous en prie, mon vieux, je peux faire une piqûre à votre femme, bien sûr, mais vous comprenez, Louis, c'est à vous de... Oh, Louis, tout ce qui vous arrive est si lamentablement con, bordel de Dieu. » Avec une légère pointe d'inquiétude, Louise constata que Steve Masterton s'était mis à pleurer, et il se hâta de marmonner « Oui, vous avez raison. » En esprit, il voyait toujours Gage qui traversait la pelouse à toutes jambes en direction de la route. Il lui criait de s'arrêter, de revenir, mais il ne voulait rien entendre. Depuis quelque temps, échapper à papa-maman était devenu son nouveau jeu. Il se lançait à sa poursuite. Louise distançait Rachel très rapidement, mais le garçonnet avait une solide avance. Il s'enfuyait encore plus vite en voyant que son papa lui courait après, et il éclatait de rire tout en courant. C'était le jeu. Louise gagnait, mais trop lentement, du terrain. Mais déjà Gage dévalait l'ultime talus de gazon qui aboutissait à la route, et Louise priait de toutes ses forces pour que l'enfant tombe. Lorsqu'ils sont lancés à toute vitesse, les mioches se cassent presque toujours la figure, parce qu'ils n'apprennent vraiment à contrôler les mouvements de leurs jambes que vers l'âge de 7 ou 8 ans. Louise priait pour que Gage se casse la figure, même quitte à faire une chute brutale, même s'il saignait du nez et se fendait le crâne, même si ça se soldait par des points de suture, parce qu'à présent il entendait distinctement le grondement d'un camion qui venait dans leur direction, un de ces énormes semi-remorques à 10 roues qui vont et viennent sans relâche entre Bangor et les Junior de Bucksport. Il avait hurlé le nom de Gage. Il était sûr que Gage l'avait entendu et qu'il avait essayé de s'arrêter. Gage avait paru se rendre subitement compte que ce n'était plus du jeu, que vos parents ne hurlent pas comme ça lorsqu'il ne s'agit que de s'amuser, et il avait fait mine de vouloir freiner, mais déjà le bruit du camion était assourdissant. Il remplissait l'univers entier d'un formidable grondement de tonnerre. Louis s'était lancé en avant dans un élan désespéré pour tenter un impossible plaquage au sol. Il avait vu son ombre qui courait à toute allure sous lui, le long du gazon, comme celle du vautour aurait couru le long de l'herbe enrubannée de neige du pré de Mrs. Winton par ce beau jour de mars. Il lui avait semblé que l'extrémité de ses doigts frôlait le dos du léger blouson de Gage, et là-dessus, l'élan de Gage l'avait précipité sur la chaussée, et il n'y avait plus eu que le tonnerre du camion, l'éblouissant reflet du soleil sur ses chromes, le barrissement perçant d'un gros avertisseur pneumatique,
Et tout cela s'est produit samedi, c'est-à-dire 3 jours plus tôt. « Ça ira, ne vous en faites pas, dit-il à Steve. Bon, il faut que je file à présent. Si vous arriviez à vous remettre un peu d'aplomb et à les aider, dit Steve en s'essuyant les yeux avec le manche de son veston, ça vous ferait du bien aussi. Il faut que vous affrontiez cette épreuve tous ensemble, Louis. Autrement, vous ne vous en sortirez pas. Il n'y a pas moyen de faire autrement. C'est juste, approuva Louis. Et une fois de plus, il revit toute la scène en pensée, à la différence près que ce coup-ci, son vol plané l'entraînait 50 centimètres plus loin, que son poing se refermait à l'ultime seconde sur le dos du blouson de Gage, et que tout ce qu'il était en train de vivre n'existait plus. Au moment où l'obscène querelle éclatait dans le salon mortuaire, Ellie faisait une partie de Monopoly avec Judd Crandall. La fillette lançait les dés d'une main tout en agrippant de l'autre la photo sur laquelle elle tirait Gage assis sur la luge. Ensuite, elle avançait son pion au hasard, sans décrocher un mot. Steve Masterton avait décidé que tout compte fait, Rachel pourrait se rendre sans dommage à l'exposition de l'après-midi, décision que les événements allaient lui faire amèrement regretter. Les époux Goldman avaient débarqué à l'aéroport de Bangor aux premières heures de la matinée et ils avaient pris une chambre à l'Holiday Inn. Le père de Rachel avait téléphoné à 4 reprises entre 10h et midi et Steve Masterton avait été contraint de se montrer de plus en plus ferme avec lui. Au 4e coup de fil, il avait même adopté envers le vieil homme un ton franchement comminatoire. Irwin Goldman avait l'intention de faire un saut à Ludlow. Il s'écria que sa fille avait besoin de lui et qu'aucun chien de garde ne l'empêcherait de venir la voir. Steve lui rétorqua que Rachel avait surtout besoin d'être seule avant de se rendre au salon mortuaire, afin de récupérer un tant soit peu, car elle avait subi un choc terrible. Steve conclut en disant qu'il ne demandait pas mieux que Rachel soit prise en charge par sa famille, mais seulement après l'exposition de l'après-midi. En attendant, il valait mieux la laisser seule. Le vieil homme lui lança un flot d'imprécations en yiddish, puis il lui raccrocha au nez. Masterton s'apprêtait à le recevoir de pied ferme, mais comme il s'était écoulé un certain temps depuis le coup de téléphone et qu'il ne se passait toujours rien, il supposa que Goldman s'était finalement ravisé. À midi, Rachel parut s'être ressaisie un peu. En tout cas, son sens du déroulement temporel était redevenu normal. Elle alla vérifier dans la cuisine s'ils avaient de quoi préparer des sandwichs pour après la cérémonie. Elle avait demandé à Steve s'il ne pensait pas que leurs amis voudraient les raccompagner chez eux ensuite, et Steve avait hoché la tête en signe d'approbation. Il n'avait plus de viande froide ni de jambon. Par contre, elle découvrit dans le tiroir supérieur du congélateur une dinde qu'elle mit à dégeler sur l'égouttoir de l'évier. Quelques minutes plus tard, Steve passa le nez dans la cuisine et aperçut Rachel debout devant l'évier, les yeux rivés sur la dinde posée en travers de l'égouttoir et le visage ruisselant de larmes. « Rachel » appela-t-il. « Gage adorait la dinde, dit-elle en se tournant vers lui. « Surtout le blanc. J'étais en train de me dire que jamais plus il n'aurait l'occasion d'en manger. » Steve lui suggéra de monter s'habiller. Épreuve cruciale qui lui permettrait de juger si elle était ou non capable de faire face. Et lorsqu'elle redescendit, vêtue d'une robe noire toute simple, serrée à la taille par une ceinture rapportée, une petite pochette de cuir sous le bras, qui était en fait un sac du soir, il décida qu'elle était en état de sortir, et Judd se déclara du même avis. Steve conduisit Rachel jusqu'à Bangor. Il resta dans l'antichambre du salon mortuaire Est, en compagnie de Surendra Ardu, et il la regarda remonter l'allée en direction du cercueil, qui disparaissait sous une énorme masse de fleurs. Rachel avait la démarche flottante d'un spectre. « Comment ça va, Steve » interrogea Surendra d'une voix douce. « Foutrement mal » répondit Steve d'une voix basse et âpre. « Comment est-ce que vous imaginiez que ça pouvait aller ?»« Ah, foutrement mal » dit Surendra en soupirant. En réalité, la zizanie avait commencé dès l'exposition du matin, lorsqu'Irwin Goldman avait refusé de serrer la main de son gendre. La vue de la foule de parents et d'amis qui se pressaient dehors avait obligé Louis à émerger de l'hébétude dans laquelle il nageait, l'avait forcé à faire attention à ce qui se passait autour de lui, à aller un peu vers les autres. Il avait atteint ce stade de grande malléabilité par lequel passent tous les affligés, état que les entrepreneurs de pompes funèbres connaissent bien et dont ils savent tirer profit. Louis se laissait piloter aveuglément, il suffisait de le pousser d'une case à l'autre, comme un pion sur un damier. Le salon mortuaire Est était précédé d'une modeste antichambre qui tenait lieu de fumoir et de salle d'attente. Elle était meublée de gros fauteuils pensus qui faisaient l'effet d'avoir été rachetés à vil prix à un club britannique pour gentlemen qu'un cruel revers de fortune avait contraint à brader son mobilier. À côté de l'entrée du salon d'exposition se trouvait un petit chevalet avec un cadre en métal noir doré à petits filets sur lequel on avait apposé un panonceau qui annonçait laconiquement « Gage William Creed ». Il suffisait de traverser le bâtiment spacieux et clair, qui avait l'aspect trompeur d'une vieille demeure confortable, pour tomber sur une antichambre rigoureusement identique qui donnait sur le salon mortuaire ouest, à l'entrée duquel un deuxième petit chevalet annonçait « Alberta Burnham Nedo ».
Un troisième salon mortuaire donnait sur la façade arrière de la bâtisse centrale, mais celui-là chômait en ce mardi matin, et le chevalet dressé à gauche de la porte qui menait à l'antichambre au salon était vide. Au sous-sol, il y avait encore une grande salle où étaient exposés des cercueils de différents modèles, éclairés chacun par un spot discret incrusté dans le faux plafond. Quand on levait les yeux, Louis l'avait fait, ce qui lui avait valu un froncement de sourcils sévère du directeur. On avait l'impression qu'une masse informe d'animaux fabuleux y était suspendue la tête en bas. Dimanche, le lendemain de la mort de Gage, Louis était venu choisir un cercueil en compagnie de Judd Crandall. Ils avaient descendu l'escalier du sous-sol, mais au lieu de bifurquer à droite vers la salle des cercueils, Louis, complètement hébété, avait continué tout droit vers l'extrémité du corridor, où se trouvait une porte blanche dépourvue de tout signe distinctif. C'était une porte battante, comme on en voit souvent dans les restaurants, entre la salle et les cuisines. Le directeur de l'entreprise de pompes funèbres et Judd s'étaient écriés d'une même voix « Non, pas par là !» Louis était revenu sur ses pas et les avait suivis docilement. Mais il savait bien où menait cette porte battante. Ce n'était pas pour rien qu'il avait eu un oncle croque-mort. Le salon mortuaire Est était meublé de chaises pliantes impeccablement alignées, des chaises pliantes de modèle grand luxe avec des sièges et des dossiers en peluche. Le cercueil de Gage se trouvait à l'avant de la salle sur une estrade basse, semi-circulaire, dont la disposition évoquait vaguement celle d'un chœur d'église. Louis avait jeté son dévolu sur un cercueil fabriqué à Storyville, dans l'Ohio, un bled où Gage n'était jamais allé et où il n'aurait sans doute jamais mis les pieds, par une firme nommée l'American Casket Company. C'était un modèle en bois de rose qui portait le nom peu imaginatif de Repos éternel et qui était matelassé d'un épais satin de couleur rose. L'entrepreneur de pompes funèbres s'était exclamé que c'était un cercueil vraiment magnifique et excusé de ne pouvoir lui en fournir un avec une doublure bleue. Louis avait rétorqué que Rachel et lui n'avaient jamais fait ce genre de distinction, et l'homme avait hoché la tête, après quoi il lui avait demandé s'il disposait d'une somme suffisante pour régler intégralement les dépenses occasionnées par les funérailles de son fils. Si tel n'était pas le cas, Louis n'avait qu'à le suivre dans son bureau afin qu'il lui soumette les formules de crédit que la maison tenait à la disposition de ses clients. Dans la tête de Louis, la voix joviale d'un annonceur publicitaire s'était soudain mise à bramer. Oui, grâce au coupon offert par les cigarettes Ralight, j'ai gagné un cercueil gratuit pour mon petit garçon. Non, je réglerai tout avec ma carte bleue, avait-il dit. Il avait l'impression bizarre d'être une créature de fumée flottant au pays des rêves. Parfait, avait dit l'entrepreneur. Le cercueil ne faisait guère plus d'1,20 m de long. Ce n'était qu'un cercueil nain. Il n'en avait pas moins coûté $600 et des poussières. Louis supposait qu'il était monté sur des tréteaux, mais l'amas de fleurs l'empêchait de discerner quoi que ce soit, et il avait jugé préférable de ne pas trop s'approcher. Ces brassées de fleurs dégageaient une odeur entêtante qui lui soulevait le cœur. Au fond de l'allée centrale, juste devant la porte qui conduisait dans l'antichambre, un livre était posé ouvert sur un pupitre, auquel un stylo à billes était fixé par une chaînette. Le directeur du salon mortuaire avait posté Louis à côté de ce pupitre afin qu'il puisse accueillir ses parents et amis. Les parents et amis étaient censés signer ce livre et y mentionner leur nom et adresse. Louis n'avait jamais eu la moindre idée de l'utilité que pouvait bien avoir cette coutume grotesque, mais il ne demanda pas au croque-mort d'éclairer sa lanterne sur ce point. Il supposait que les funérailles, une fois terminées, Rachel et lui récupéreraient l'épais volume. Bien sûr, les Américains ont le goût des commémorations, mais là on touchait vraiment au fond de l'insanité. Il possédait déjà, enfoui quelque part dans un tiroir, un album de classe terminale, un album de fin d'études préparatoires, un album de fin d'études médicales, tous ornés des trombines de ses condisciples du moment, sous lesquels s'étalait leur paraphe, quelquefois assorti de remarques plus ou moins spirituelles. Sans parler de son album de mariage, un gros volume dont la reliure en simili-cuir portait le titre « Mes noces » en lettres imitation or. Il s'ouvrait sur une photo de Rachel en train d'essayer son voile devant un miroir avec l'aide de sa chère maman le matin du grand jour, et s'achevait sur celle de 2 paires de chaussures posées devant la porte fermée d'une chambre d'hôtel. Et aussi un album bébé acheté à la naissance d'Ellie. Celui-là, il n'avait jamais achevé de le remplir, car il était d'une mièvrerie franchement horripilante. Il comportait des pages prêtes à remplir du genre « Ma première coupe de cheveux », collée ici une mèche des cheveux de bébé. Et zut alors, collée ici une photo de bébé tombant sur le derrière. Et à présent, une nouvelle perle allait s'ajouter à leur collection d'albums. Comment est-ce qu'on pourrait l'appeler se demanda Louis, tandis qu'il poireautait à côté de son pupitre, dans un état plus ou moins cataleptique, en attendant que les festivités démarrent. Mon obituaire? Souvenir funéraire? Le jour où on a creusé le trou de Gage? Ou peut-être quelque chose de plus littéraire comme une mort dans la famille? Il referma le livre, il était relié en simili-cuir, comme leur album de mariage.
Mais contrairement à lui, il n'avait pas de titre. Assez logiquement, la première personne à pénétrer dans la chambre mortuaire fut Miss Dandridge, cette brave Missy qui avait tant de fois gardé Ellie et Gage. Louis se souvint que c'était elle qui avait pris les enfants le soir du jour où Victor Pascoe était mort. Et tandis que Missy gardait les gosses chez elle, Rachel et lui avaient fait l'amour, dans la baignoire d'abord et au lit ensuite. Missy avait beaucoup pleuré, et à la vue du visage impassible de Louis, elle fondit à nouveau en larmes et lui tendit ses bras avec des gestes tâtonnants, mal assurés. Louis l'étreignit, et il sentit que c'était ainsi que la chose était censée fonctionner. Une espèce de peine brûlante qui allait et venait entre eux comme un courant électrique, ramollissant la gangue durcie de désespoir qui lui paralysait le cœur, dégageant son cerveau de l'amas de sédiments pierreux que le choc y avait laissé. « Je suis tellement navré, disait Miss Dandridge, en écartant les mèches de cheveux blonds foncés qui retombaient sur son visage livide. C'était un enfant si adorable. Je l'aimais tant. Oh, Louis, je suis tellement désolé. Oh, cette horrible route. J'espère que le chauffeur du camion restera en prison jusqu'à la fin de ses jours. Il conduisait beaucoup trop vite. Gage était si gentil, si mignon, si vif. Pourquoi a-t-il fallu que le bon Dieu nous l'arrache? Je ne sais pas, on ne peut pas comprendre ces choses-là, n'est-ce pas? Mais je suis tellement, tellement désolé, Louis. Louis la réconforta, et tandis qu'il la serrait dans ses bras, il sentit ses larmes qui lui mouillaient le col, ses seins qui se pressaient sur sa poitrine. Missy lui demanda où était Rachel, et il lui dit qu'elle se reposait. La brave femme lui promit qu'elle viendrait la voir, et elle ajouta qu'elle garderait Ellie chaque fois que cela serait nécessaire, et aussi longtemps qu'il voudrait. Louis la remercia, et elle s'éloigna en reniflant, les yeux plus rouges que jamais au-dessus de son mouchoir noir. Elle avait déjà avancé de quelques pas en direction du catafalque quand Louis la rappela. Le directeur du salon mortuaire, dont il n'avait même pas été fichu de retenir le nom, lui avait demandé de leur faire signer le livre, et il n'allait pas faire les choses à moitié. « Missy, voulez-vous signer le livre » lui demanda-t-il, et comme il lui semblait nécessaire d'avancer ne fût-ce qu'un semblant de justification, il ajouta « Pour Rachel ». « Oh, mais naturellement, dit Missy. « Oh, pauvre Louis, pauvre Rachel !» Tout à coup, Louis sut d'avance ce qu'elle allait proférer ensuite, et pour une raison ou une autre, il en conçut une peur panique. Mais il sentait que cette phrase allait le frapper directement au cœur, ainsi qu'une balle de fort calibre tirée par un tueur expert. Il devinait que d'autres balles le frapperaient à intervalles réguliers, tout au long de cet interminable rituel, et que la fusillade reprendrait durant l'exposition de l'après-midi, alors que ses blessures du matin saigneraient encore. Dieu merci, il n'a pas souffert, Louis. Au moins, tout s'est passé très vite. Une envie sournoise de lui dire la vérité, de la lui cracher à la figure, s'empara de Louis. Ah, comme son visage éploré se serait convulsé s'il avait dit tout haut ce qu'il pensait. Oh oui, tout s'est passé très vite, excessivement vite, pas de doute. C'est d'ailleurs pour cela que le cercueil est fermé. On n'aurait rien pu faire pour rendre Gage présentable, même si Rachel et moi nous n'avions pas été contre cette coutume qui consiste à affubler les chers disparus de leurs plus beaux atours, comme des mannequins de grands magasins, et à leur peinturer la face avec du fond de teint et du rouge à lèvres. Oui, Missy très cher, tout s'est passé incroyablement vite. À un certain moment, Gage était sur la route, et la minute d'après, il était étendu par terre, à une centaine de mètres plus loin, près de la maison des Ringer. 100 mètres, 110 à tout casser, la longueur d'un terrain de football. Le camion l'a heurté, l'a tué, et ensuite il l'a traîné avec lui, et pour être rapide, ça a été rapide, ça vous pouvez me croire. J'ai couru derrière, en hurlant sans arrêt son nom, comme si j'avais pu espérer qu'il soit encore vivant, moi, un médecin. Au bout de 10 mètres, j'ai aperçu sa casquette de baseball. Au bout de 20 mètres, une de ses chaussures de tennis bleu. Au bout de 40 mètres, j'ai dû bifurquer car le camion avait quitté la route et il était allé se plier en deux dans le champ qui se trouve derrière la grange des Ringer. Autour de moi, les gens se précipitaient hors de leur maison et moi j'ai continué à courir en hurlant le nom de Gage. 10 mètres plus loin, j'ai vu son blouson retourner. J'ai parcouru encore 20 mètres et j'ai croisé sa deuxième chaussure. Et tout au bout, il y avait Gage. Tout à coup, l'univers entier devint d'un gris très doux, comme le plumage d'une tourterelle. Louis ne distinguait plus rien. Il sentait juste, très vaguement, l'angle du pupitre sur lequel était posé le livre qui lui pénétrait dans la paume. « Louis » fit la voix de Missy, très 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 loin. Un mystérieux bruit d'ailes lui remplissait les oreilles. Les tourterelles avaient tout envahi. « Louis » répéta Missy, plus près cette fois, alarmée. Il émergea du gris, le monde reprit ses formes et ses couleurs. « Vous vous sentez mal, Louis ?»« Non, 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 dit Louis en souriant. Non, Missy, ça va bien. » D'une écriture appliquée, Missy inscrivit dans le livre « Monsieur et Madame David Dandridge », puis elle calligraphia soigneusement leur adresse en belles lettres rondes. 67 Old Bluxport Road.
Lorsqu'elle releva la tête, ses yeux rencontrèrent ceux de Louis et elle les baissa aussitôt, comme si elle avait honte d'être domiciliée sur la route où Gage avait été tué. « Courage, Louis, murmura-t-elle. David Dandridge lui serra la main en bredouillant des paroles incompréhensibles. Sa pomme d'Adam proéminente et pointue montait et descendait. Ensuite, il se hâta d'emboîter le pas à sa femme, qui se dirigeait vers le catafalque, afin de s'abîmer avec elle dans la contemplation rituelle du cercueil. Les autres entrèrent un par un derrière les Dandridge et défilèrent tour à tour devant Louis, qui le recevait poliment, et recevait par la même occasion leurs poignées de main, leurs accolades et leurs larmes. Le col de sa chemise et l'épaule de son costume anthracite ne tardèrent pas à s'humecter. L'odeur des fleurs s'insinuait à présent jusqu'au fond de la salle et imprégnait l'atmosphère de ces funèbres effluves. Ce parfum douceâtre et prenant de couronne mortuaire, Louis se rappelait l'avoir humé bien des fois dans son enfance. Il fit mentalement le compte des phrases de condoléances qu'on lui servait. On lui avait répété un total de 32 fois qu'il était heureux que Gage n'eût pas eu le temps de souffrir, 25 fois que les voies du Seigneur étaient impénétrables, et la lanterne rouge allait à « Il est avec les anges à présent », que l'on ne lui avait récité qu'une petite douzaine de fois. Ces lieux communs, indéfiniment répétés, eussent logiquement dû sonner de plus en plus creux, au point de perdre toute espèce de sens, un peu comme on finit par oublier qui on est quand on répète inlassablement son propre nom. Mais au lieu de ça, Louis éprouvait leur inanité avec une force sans cesse croissante, et à chaque fois le choc se répercutait un peu plus profondément, si bien que lorsque ses beaux-parents firent leur apparition, il se sentait un peu comme un boxeur qui vient de prendre une terrible dégelée de coups de poing. Sa première idée qui lui vint en les apercevant fut que Rachel n'avait pas exagéré. Irwin Goldman avait vieilli, terriblement vieilli. Louis ignorait son âge exact, il savait simplement qu'il n'avait pas encore atteint la soixantaine. Mais ce jour-là, son visage figé dans un rictus de vieille momie le faisait paraître plus que septuagénaire. Avec son crâne chauve et ses épaisses lunettes, il ressemblait absurdement à l'ancien premier ministre d'Israël, Menahem Begin. Quand Rachel lui avait annoncé à son retour de Chicago que son père avait pris un coup de vieux, Louis avait été loin d'imaginer un naufrage aussi complet. Mais peut-être qu'au Thanksgiving, le vieil homme ne s'était pas encore décati à ce point. Il est vrai qu'à ce moment-là, son petit-fils était encore en vie. Dory marchait au bras de son mari, le visage entièrement dissimulé par un double voile de crêpe, à travers lequel Louise parvint tout juste à distinguer des larmes qui miroitaient. Elle arborait une de ces permanentes à reflets bleuâtres que les femmes mûres de la bonne bourgeoisie américaine semblent considérer comme le summum du chic et de la distinction. Soudain, Louise décida qu'il était temps d'enterrer le passé. Il n'allait pas remâcher indéfiniment cette vieille rancune qui lui paraissait tout à coup bien pesante. La pluie de platitudes qu'il venait d'essuyer était sans doute pour beaucoup dans ce sentiment de trop-plein qu'il éprouvait. « Irwin, balbutia-t-il, Dory, merci d'être venu. » Il tendit maladroitement ses deux mains devant lui, comme s'il voulait simultanément serrer la main du père de Rachel et étreindre sa mère, ou peut-être même les embrasser tous les deux. Quoi qu'il en soit, il sentit ses propres larmes jaillir pour la première fois, et l'espace d'un instant, il espéra qu'ils allaient vraiment se rabibocher, que la mort de Gage aurait au moins cela de bon, comme dans ces romans sentimentaux féminins où le trépas de la jeune fille au cœur pur déclenche immanquablement une poignante scène de réconciliation générale, où la perte d'un être cher a tout de même des conséquences plus positives que cette douleur écrasante et idiote qui vous lamine à n'en plus finir. Dory fit un pas dans sa direction, ébaucha un geste, celui de lui ouvrir ses bras peut-être, elle lâcha « Oh, Louis !» marmonna quelques paroles indistinctes, et là-dessus Goldman la tira en arrière. Un moment, ils restèrent pétrifiés tous les trois, formant une espèce de tableau vivant que personne d'autre qu'eux ne remarqua, à la possible exception du directeur du salon mortuaire qui se tenait discrètement en retrait dans l'angle opposé de la salle. Louis était sûr qu'à sa place, l'oncle Karl n'en eût pas manqué une miette. Louis, avec ses bras à demi tendus, Irwin et Dory Goldman, aussi immobiles et raides que deux petits mariés plantés au sommet d'une pièce montée. Louis constata qu'il n'y avait pas trace de larmes dans les yeux de son beau-père. Ils étaient étincelants de haine. « Est-ce qu'il s'imagine que j'ai tué Gage pour le faire enrager ?» se demanda-t-il brièvement. Le regard hostile de Goldman se posa sur Louis, le mesura, et comme s'apercevant qu'il était toujours ce personnage minable et falot qui lui avait ravi sa fille et l'avait entraîné dans ce désastre, glissa sur lui avec dédain. Ses yeux se déplacèrent vers la gauche, en direction du cercueil de Gage, et c'est seulement alors qu'ils perdirent leur éclat farouche. Louis fit une ultime tentative. « Irwin, dit-il, Dory, je vous en prie, il faudrait que nous puissions nous serrer les coudes. »« Louis, dit Dory Goldman, d'une voix où il crut discerner une sorte de douceur,
Puis ils le dépassèrent, Goldman traînant sa femme dans son sillage, sans regarder ni à droite ni à gauche, et surtout pas vers Louis Creed. Ils avancèrent jusqu'au catafalque, et Irwin Goldman sortit une petite calotte noire de la poche de son veston. « Vous n'avez pas signé le registre ?» songea Louis, et un renvoi silencieux lui remonta de l'estomac, tellement bilieux et aigre que son visage se tordit comme sous l'effet d'une douleur fulgurante. Quand la cérémonie du matin fut enfin terminée, Louis téléphona chez lui. C'est Judd qui décrocha. Le vieil homme lui demanda comment les choses s'étaient passées, et Louis lui répondit que tout s'était déroulé très normalement. Ensuite, il pria Judd de lui passer Steve Masterton. « Puisque Rachel est capable de s'habiller toute seule, je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'elle se rende à l'exposition de l'après-midi, déclara Steve. Vous êtes d'accord ? Oui, dit Louis. Et comment allez-vous, Louis ? Tout baratin mis à part, comment ça va ? Ça peut aller, dit Louis d'une voix brève. Je tiens le coup. Et il pensa. Je leur ai fait signer le registre. Tout le monde l'a signé, sauf les Goldman. Les Goldman n'ont pas voulu. Bon, dit Steve. Vous voulez qu'on se retrouve quelque part pour déjeuner ? Déjeuner ? Se retrouver pour déjeuner. L'idée était tellement irréelle, tellement peu de ce monde, que Louis se souvint des romans de science-fiction qu'il lisait dans son adolescence. Ces histoires de colonisation galactique, dont les spécialistes étaient Robert Heinlein, Murray Leinster, Gordon Dixon. Les indigènes de la planète Quark ont une coutume étrange, lieutenant Abelson. Quand un de leurs enfants meurt, ils se retrouvent pour déjeuner. J'imagine que ça doit vous paraître bien grotesque et bien barbare, mais vous savez, cette planète n'a pas encore été terraformée. Oui, bien sûr, dit Louis. Vous connaissez un endroit spécialisé dans l'accueil des familles éplorées qui ont envie de casser une petite graine entre deux visites à leur cher défunt ? Oh, doucement, Lou, ne vous emballez pas, dit Steve, mais il n'avait pas l'air tellement contrarié. Dans l'état de calme quasi ataraxique où il était, Louis avait l'impression d'être capable de percer tout le monde à jour. Il se faisait peut-être des illusions, mais en ce moment précis, il pressentait que Steve était en train de se dire qu'il aimait encore mieux l'entendre lui balancer à brûle-pourpoint un torrent de sarcasme venimeux que de le voir sonner comme ce matin-là. « Oh, n'y faites pas attention, dit-il. Qu'est-ce que vous diriez de Benjamins ?»« Va pour Benjamins, dit Steve. Ça me convient parfaitement. » Louis avait téléphoné depuis le bureau du directeur de l'entreprise de pompes funèbres. Pour gagner la sortie, il dut repasser devant le salon mortuaire où reposait son fils. La salle était pratiquement déserte à présent, mais Irwin et Dory Goldman étaient encore assis au premier rang, la tête baissée, dans une attitude de recueillement. Louis eut le sentiment qu'ils allaient rester là éternellement. Il avait bien fait de choisir Benjamins. Bangor est une ville où l'on déjeune tôt, et lorsqu'ils se présentèrent au restaurant, sur le coup de 1 heure, il était pratiquement vide. Judd était venu avec Rachel et Steve, et ils commandèrent tous du poulet frit. À un moment, Rachel se rendit aux toilettes et y resta tellement longtemps que Masterton commença à s'énerver. Il était sur le point de prier une serveuse d'aller voir ce qui se passait lorsque Rachel revint à sa place, les yeux rouges. Louis toucha à peine à son poulet. Par contre, il but énormément de bière. Judd, qui n'était guère communicatif, descendit exactement le même nombre de bouteilles de Schlitz. Leurs 4 plats repartirent à peu près intacts. Avec son espèce de clairvoyance surnaturelle, Louis vit que la serveuse, une jeune fille boulotte au visage avenant, était l'objet d'un débat intérieur. Fallait-il ou non leur demander s'ils avaient trouvé à redire à leur poulet ? Son regard effleura les yeux de Rachel, vit ses paupières bordées de rouge, et elle décida que la question ne s'imposait vraiment pas. Ils en étaient au café lorsque Rachel leur fit une déclaration si brusque et si choquante qu'ils en demeurèrent tous confondus, surtout Louis, que l'assoupissement de la bière commençait tout juste à gagner. « Je vais donner ces vêtements à l'armée du salut, affirma-t-elle. « Vraiment ?» fit Steve au bout d'un moment. « Oui, dit Rachel. Ils peuvent encore faire de l'usage. Ces salopettes, ces pantalons de velours côtelé et ces chemises, il y a des gens qui seront contents de les avoir. Ils sont tous en très bon état. À part ceux qu'ils portaient, bien entendu, ceux-là sont fichus. » Elle avait articulé ce dernier mot d'une pauvre voix tout étranglée. Elle avala un peu de café, mais ça ne marcha pas. L'instant d'après, elle sanglotait éperdument, le visage enfoui dans ses mains. Il y eut alors un moment très singulier. L'espèce de don de double vue qui avait habité Louis toute la journée prit un relief plus aigu que jamais. Il sentit très clairement que toutes les lignes de tension, jusque-là entrecroisées, fusionnaient en une seule et convergeaient sur lui. La serveuse elle-même perçut ce déplacement d'onde mentale. Elle était occupée à dresser des tables à l'autre bout de la salle, et Louis la vit se figer brusquement, découvert à la main. Un moment, il resta perplexe, et tout à coup il comprit. Ils attendaient qu'il réconforte sa femme. Mais il en était incapable. Il voulait le faire, il savait que c'était à lui de le faire,
Mais malgré ça, il ne pouvait pas. C'était le chat qui interférait. Subitement, sans rime ni raison, l'image de ce foutu chat s'interposait entre lui et Rachel. Church, avec ses souris lacérées et ses oiseaux démembrés, à chaque fois que Louise découvrait une nouvelle bestiole massacrée, il s'empressait de faire disparaître les traces du carnage, et il ne récriminait pas. Il ne faisait aucun commentaire, il ne pouvait pas protester, car après tout, il l'avait bien cherché. Mais avait-il mérité ce qui lui arrivait à présent? Il vit ses doigts, ses propres doigts à lui, Louis. L'extrémité de ses doigts avait effleuré le dos du blouson de Gage, et puis le blouson de Gage s'était volatilisé, et Gage s'était volatilisé aussi. Il s'abîma dans la contemplation du café qui fumait dans sa tasse, et il laissa sa femme pleurer à côté de lui, inconsolée. Au bout d'un moment, qui fut sans doute très bref en durée réelle, mais que Louis perçut comme atrocement long, aussi bien sur le coup qu'en y ressongeant par la suite, Steve passa un bras autour des épaules de Rachel et il l'étreignit tendrement, tout en posant sur Louis des yeux pleins de colère et de reproche. Louis se tourna vers Judd, mais le vieil homme gardait le nez obstinément baissé, comme s'il avait honte. Il ne pouvait lui être d'aucun secours.